Bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire où nous traiterons des nouvelles exigences en matière de cybersécurité pour les équipements radio et IoT. Moi, je suis Jean-Philippe Hainaut, je suis ingénieur conseil chez WeNetwork et je représente également le programme Captronic pour les Pays de la Loire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, euh, WeNetwork est un centre technique en électronique et objets connectés labellisé Centre de ressources technologiques, un CRT. Nous sommes également l'animateur technologique du Technocampus électronique et IoT à Angers, pour ceux qui connaissent. Notre credo, c'est la transformation digitale de l'industrie, à la fois côté produit et côté process. Et nous proposons aux industriels porteurs de projets à la fois de l'expertise pour sécuriser les étapes clés d'un projet, aussi bien sur la tech que sur la fab. Notre rôle, en fait, c'est d'agir en tant que tiers de confiance pour apporter du conseil neutre et objectif. Nous proposons également de la formation et nous mettons à disposition notre ligne de production CMS de cartes électroniques pour expérimenter de nouveaux process dans le domaine de l'industrie électronique du futur ou fabriquer des prototypes voire éventuellement des petites séries. Notre mission en tant que CRT, en tant que centre de ressources technologiques, c'est également de fédérer l'écosystème de la filière électronique et de faire le lien entre les laboratoires de recherche, les industriels et d'autres pôles à travers différents programmes de coopération. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de discuter avec vous sur ce que l'on peut vous proposer. Je serai donc en fait votre animateur pendant l'heure que nous allons passer ensemble. Un petit point pratique, en fait, comme le rappelait Fleur tout à l'heure, déjà merci à tous de veiller à ce que vos micros et caméras soient bien coupés. Merci, mais normalement c'est fait de façon automatique. Alors je pense que le système s'est mis automatiquement en mode plein écran. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à passer en zoom en plein écran et à régler les paramètres d'affichage grâce à l'icône qui est située tout en haut de la fenêtre, tout en haut à droite, de passer en mode côte à côte intervenant. Ce sera beaucoup plus sympa pour suivre ce webinaire. Alors, pourquoi nous avons choisi de traiter ce sujet aujourd'hui? En fait, je ne vous apprendrai rien en vous disant que d'un côté, nous sommes de plus en plus équipés d'objets connectés, que ce soit dans notre environnement personnel ou professionnel, et que de l'autre, les cyberattaques se multiplient. C'est à peu près tous les jours où on entend en fait des sociétés qui ont été attaquées, des systèmes qui ont servi de base de données. Et aujourd'hui, en fait, justement, ce ne sont plus que les systèmes d'information qui sont touchés, mais aussi les objets connectés qui peuvent être soit détournés de leur usage premier pour altérer le service proposé par cet objet, ou alors être utilisés comme une arme contre les réseaux de communication et faire tomber en fait le réseau de communication, ce qui s'est passé il y a quelques mois sur les serveurs de DNS. Alors, la Commission européenne, face à ce phénomène, s'est saisie du problème et en octobre de l'année dernière a publié un acte délégué relatif à la directive RED. Alors, contrairement à ce que peuvent penser certains, ce n'est pas des recommandations qu'a émis la Commission, mais bien des exigences en matière de cybersécurité pour les équipements radio et forcément IoT. Et donc, nous allons voir au cours de ce webinaire que pour les produits concernés, les fabricants disposent de 30 mois, c'est-à-dire jusqu'en août 2024, pour se mettre en conformité. À partir de cette date, la conformité des équipements vis-à-vis des exigences de cybersécurité sera obligatoire pour la mise sur le marché des produits. L'objectif qu'on s'est fixé aujourd'hui, c'est de vous éclairer en fait, sur ces nouvelles exigences, sur les outils normatifs qui vont permettre de répondre à ces exigences. Donc pour cela, en fait, et pour traiter de ce sujet pointu, nous avons fait appel à Pascal Bonenfant et à Guillaume Anna de chez Emitech. Et on vous propose le déroulé suivant. En première partie, Pascal traitera de l'aspect réglementaire de l'acte délégué vis-à-vis de la directive RED, en précisant à la fois son domaine d'application, les exigences, le calendrier d'application. Et dans un deuxième temps, Guillaume nous présentera un des outils normatifs qui est disponible aujourd'hui pour répondre à ces exigences, qui est la norme TSI EN 303-645, qui va être amenée à évoluer, mais je pense que Guillaume nous en parlera. On se réserve un temps d'échange à la fin de ce webinaire pour pouvoir approfondir avec vous ces thèmes, répondre à vos interrogations. Et peut-être, si on a le temps, on pourra prendre aussi quelques questions entre les deux interventions. Alors surtout, en fait, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Il ne faut pas attendre la fin de la présentation, mais posez bien vos questions au fur et à mesure de la présentation via le chat de Zoom, ce qui s'appelle le fil de discussion.
Voilà, bon webinaire. Tout de suite, je laisse la parole à Pascal. Pascal, si tu veux bien prendre la main sur la présentation. Parfait. C'est bon? Très bien. C'est bon, c'est génial. Bonjour, merci. Donc, bonjour tout le monde. Merci Jean-Philippe et merci Fleur pour l'organisation de ce webinaire et de nous permettre de nous exprimer donc, sur ce sujet. Pour commencer, quelques mots sur Emitech. Ça ne bouge pas l'écran. Alors, attendez, je vais évidemment remettre en diaporama. Ah, voilà, ça y est, ça fonctionne. Alors, quelques mots donc, pour vous présenter le laboratoire Emitech. Donc, Emitech, c'est un laboratoire privé de 550 personnes pour un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros. On est répartis sur 16 sites et on est présent à peu près dans tous les secteurs d'activité, que ce soit aéronautique, industrie, militaire, médicale, nucléaire, mais aussi avec actuellement une dominante sur l'automobile et la mobilité d'une manière générale, via des essais sur les batteries, hydrogène également, les moteurs électriques, où on accompagne nos clients vers la transition du tout électrique. Par rapport à ça, donc, on a une branche électrique avec donc des spécificités, des moyens de test bien particuliers pour répondre avec une dominante sur le marquage CE, donc sous-entendu la radio, la CEM, la sécurité électrique, via des laboratoires qui sont accrédités 17025. On a un service d'organisme notifié qui est accrédité ISO 17065. Je suis moi-même le responsable de ce service et on délivre des certificats UE de type dans le cadre des directives, entre autres radio et CEM. Et on accompagne nos clients donc, à l'international. On a une branche qualification qui travaille sur des cahiers des charges constructeurs avec des essais mécaniques, chocs, vibrations, physico-chimiques. Donc là, vous avez normalement la liste non exhaustive des essais qu'on propose jusqu'à l'analyse de gaz d'échappement d'ailleurs au niveau des véhicules. Enfin, on a également un service ingénierie formation reconnu Qualiopi qui dispense des formations dans plusieurs de nos domaines d'expertise. Je rentre dans le vif du sujet par rapport effectivement à l'aspect donc cybersécurité. La genèse réglementaire de la cybersécurité s'appuie sur un règlement qu'on appelle le Cybersecurity Act, qui a été effectivement adopté par le Parlement en mars 2019, puis par le Conseil le 7 juin qui a suivi, avec deux objectifs. Un premier qui concerne l'adoption d'un mandat qu'on appelle donc, le NICA, qui est l'Agence européenne pour la cybersécurité, et donc suivre effectivement toutes les problématiques de cybersécurité en Europe. Et puis une deuxième partie où effectivement qui va donner une définition d'un cadre européen de certification de cybersécurité qui est essentiel pour renforcer donc la sécurité du marché unique numérique européen. Donc, tout ce que vous entendez d'un point de vue, je dirais aujourd'hui, cybersécurité, découle de ce règlement. Donc, dans ce règlement, on va trouver trois niveaux je dirais, qui vont effectivement de niveau élémentaire, substantiel, élevé, dont le niveau élémentaire, on va retrouver entre autres les IoT. Donc le niveau élémentaire cible essentiellement, je dirais, les objets grand public qui sont non critiques finalement. Le niveau substantiel, ça va plutôt s'adresser à des domaines comme cloud, qui peut héberger un certain nombre d'informations plus ou moins sensibles. Et le niveau élevé va plutôt correspondre directement à des applications de type médical, dispositifs médicaux ou alors voire des véhicules, etc. Donc, pour la radio et d'une manière
pour les objets grand public IoT non critiques, on va rester sur un niveau élémentaire. Donc, la cybersécurité, on s'aperçoit tout de suite que c'est un domaine transverse je dirais, à une multitude de secteurs d'activité, qui concerne la quasi-totalité des secteurs d'activité, que ce soit évidemment le médical, le transport, etc., et qui peut affecter notre quotidien d'un point de vue professionnel, familial et personnel. Alors, professionnel, tout le monde l'entend évidemment, parce que professionnel, on échange tous des fichiers de data, de clients, des fichiers plus ou moins sensibles, évidemment. Familial, c'est important parce qu'on a récemment encore eu des cas où effectivement, dans la chaîne familiale, effectivement, on peut retrouver des applications qui s'adressent aux enfants et via ces applications qui s'adressent aux enfants, on peut faire remonter des informations sur des modes de vie de la famille. Donc ça, on a eu des cas concrets, notamment aux États-Unis par rapport à ça, par rapport à des poupées qui faisaient parler les enfants. Et puis personnel, parce qu'évidemment, on l'entend tous, qu'on a notre propre identité, nos propres informations personnelles et qui peuvent être effectivement soumis à des cyberattaques. Donc, il existe un certain nombre d'outils législatifs, mais on s'aperçoit que c'est insuffisant pour répondre à des actes de malveillance volontaire. D'où la mise en place de protections qui vont être directement intégrées, je dirais, dans les équipements. Voilà, donc la présentation. Donc, je vais rappeler d'abord les grands principes de la directive RED et surtout en insistant sur l'article 3.3, puisque c'est effectivement l'article qui va nous intéresser, et en rentrant après dans un deuxième temps plus sur l'acte délégué cyber. Concernant la directive RED, vous connaissez tous maintenant, je pense, à peu près son domaine d'application. Donc, d'une manière globale, ce sont tous les équipements radio, avec quelques exceptions qui sont toujours les mêmes. Alors, vis-à-vis de la cybersécurité, finalement, tous les équipements radio concernés par l'acte de cyber rentrent dans le cadre de la directive RED, évidemment. Mais tous les équipements qui sont concernés par le domaine d'application cyber radio peuvent effectivement, je dirais, c'est un peu plus restreint que l'ensemble des équipements qui peuvent être radio. On va le voir par la suite d'ailleurs au niveau du scope, du périmètre d'application de l'acte de cybersécurité. Alors voilà, donc autant on connaît très bien les exigences essentielles, je dirais, primaires qui concernent la sécurité électrique, la santé, la CEM et la radio. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on n'exploitait pas forcément ce qu'ils appellent la liste des exigences spécifiques étoffées, donc le 3.3. Donc, je rappelle que le 3.1a, c'est la sécurité et la santé. Donc, quand je dis le 3.1, c'est l'article de la directive RED 2014-53. Le 3.2, c'est l'utilisation efficiente du spectre. Et il existe donc un article 3.3 qui définit un certain nombre d'exigences spécifiques qui s'appliquent qu'à partir du moment où la Commission européenne a adopté des actes. Alors là, j'ai listé, sur ce slide-là, j'ai listé l'ensemble des 3.3 qui existaient au niveau de la directive RED et j'ai mis en gras les articles 3.3 pour lesquels il existait des actes délégués. Pascal, peut-être sur le 3.3, son objectif global, peut-être avant de passer dans le détail, c'est… Alors, l'objectif global, c'est effectivement de pouvoir, en fait, c'est un outil réglementaire qui permet d'amender la directive sur des nouvelles exigences en fonction des évolutions technologiques qui vont arriver. D'accord ? Donc, c'est des exigences vraiment supplémentaires que la Commission a prévues d'appliquer au fur et à mesure que les applications qu'elle va trouver sur le marché et qui nécessitent des contrôles bien spécifiques. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore d'acte délégué, par exemple, sur le petit a qui concerne les chargeurs universels. Mais on sait pertinemment qu'au niveau de la transition écologique, etc., à un moment donné, il va falloir faire l'économie de chargeurs et trouver effectivement des systèmes, entre autres pour la téléphonie, les tablettes, les PC, trouver des chargeurs qui sont compatibles
avec l'ensemble des fabricants de ces matériels, de manière à ce que quand le matériel tombe en panne, finalement, on ne jette pas le chargeur parce qu'il peut être réutilisé pour un nouveau matériel qu'on va acheter. Voyez, donc, c'est un peu le principe. Mais au jour d'aujourd'hui, la Commission européenne n'a pas encore adopté d'actes spécifiques sur les chargeurs universels. Mais elle a prévu cet outil pour pouvoir le mettre en place prochainement d'ailleurs. Pareil pour les réseaux, les interfaces. Les réseaux sont amenés à évoluer, tout comme les interfaces type. Donc, on peut effectivement imaginer demain, pour conserver une certaine interopérabilité entre ces réseaux et ces interfaces, que la Commission prévoit de publier des actes délégués. Le petit C, alors le petit D, maintenant, ça c'est B et C. Alors maintenant, le D, donc ce sont les équipements radioélectriques qui ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement, ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service. Ça, on va le voir tout de suite d'ailleurs, on a un acte délégué qui existe par rapport à ça. Tout comme pour le E, où effectivement ça concerne les équipements radioélectriques qui peuvent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés. On va trouver le point F qui concerne les équipements radioélectriques qui sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude. Le point G qui concerne les équipements radioélectriques qui sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d'accéder aux services d'urgence. Donc, on va voir pour le D, le E, le F et le G qu'il existe actuellement des actes délégués qui sont d'application obligatoire ou qui vont l'être prochainement. Concernant le H, il n'y a pas encore d'acte délégué. Ça concerne effectivement des utilisations qui pourraient être vis-à-vis de personnes qui présentent des handicaps. Et pareil pour le I vis-à-vis du logiciel. Je sais qu'au niveau du I, il y a probablement aussi des actes délégués qui sortiront prochainement par rapport à ces logiciels qui peuvent être installés sur des équipements radio et qui peuvent, via des mises à jour, être susceptibles de compromettre certains services. Alors, sur le slide qui suit, justement, pour finir sur ce slide-là, comme je vous disais, les points D, E et F, aujourd'hui, il existe l'acte cyber vis-à-vis de ces trois points-là. Donc, je vais les détailler après dans la deuxième partie de ma présentation, mais effectivement, l'acte cyber concerne le point D, E, F du 3.3 de la directive RED. Juste après, justement, excusez-moi, j'étais un peu vite. Voilà, j'ai listé les actes délégués qui existent à ce jour en deux parties. La première partie, c'est des actes délégués qui existaient déjà depuis un certain temps et notamment qui ont été repris vis-à-vis de la directive RTTE, l'ancienne directive. Donc, ils existent toujours, ils sont toujours d'application obligatoire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en avait pas vraiment entendu parler puisqu'ils concernent des niches par rapport à certains types d'équipements. Par exemple, donc, des équipements qui concernent les services de radiotéléphonie sur les voies navigables intérieures, donc c'est les VHF en intérieur, sur les rivières ou les fleuves. Il existe un acte délégué qui concerne les balises d'avalanche, donc pour la recherche de personnes quand ils sont ensevelis par une avalanche. Il existe un acte délégué donc, qui concerne, alors là il y a un petit peu plus, on trouve déjà un peu plus d'équipements qui sont concernés par cet acte, mais c'est tout ce qui est le système qui doit être compatible avec le système mondial de détresse en mer, donc ça peut être les VHF, AIS, DSC, hein, donc Automatic Identification Selection, donc qui participent effectivement à localiser un navire qui serait en détresse. Il existe un acte délégué, donc là aussi sur les AIS, hein, donc ça complète l'autre. Et puis un autre acte délégué sur les balises de localisation que Spacersat, c'est pareil, c'est lié aussi au service d'urgence vis-à-vis de la recherche de navires en situation de détresse. Alors on s'aperçoit dans cette première série qui ont été repris de la RTTE que c'est des actes délégués qui concernent le 3.3G.
de la directive RED. Et pour rappel, le 3.3G, ce sont les équipements radioélectriques qui sont compatibles avec certains services d'urgence. Donc, on voit bien que ce soit les balises d'avalanche, les VHF, AIS, DSC, COSPA, SARSA, tout ça, c'est des services d'urgence. Donc, ça s'applique dans le cadre du 3.3G de la directive RED. Et puis, dans le cadre de la RED, alors les autres ont été repris et sont applicables dans le cadre de la RED, mais depuis que la RED est apparue, on a des nouveaux actes délégués qui sont entrés en vigueur, notamment un qui concerne la localisation des appels d'urgence, donc qui est le 2019-320. Donc, c'est un acte délégué qui s'applique aux équipements qui sont susceptibles de communiquer via le téléphone et qui peuvent participer à la localisation de l'appel d'urgence. Donc, dans cet acte délégué qu'on appelle le I112, c'est le numéro d'appel d'urgence européen, il y a des exigences en termes de localisation des personnes en situation de détresse vis-à-vis de Galileo, par exemple. Vous voyez, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ils essayent d'imposer le système Galileo en Europe comme étant le service de référence pour la localisation des personnes en détresse. Et puis, on a donc un autre acte délégué qui est l'objet effectivement de ce webinaire qui concerne la cybersécurité, qui est le 2022/30, excusez-moi, qui date d'octobre 2021, mais qu'on va voir qui est en application obligatoire à partir de août 2024. Et puis enfin, on a un qui est à l'étude, qui a bien avancé, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le chargeur universel. Voilà, donc l'acte délégué qui nous intéresse ce matin, donc le 2022-320, donc il sera d'application obligatoire. Alors, il est déjà rentré en vigueur, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, les fabricants peuvent déjà l'appliquer, mais il sera d'application obligatoire en août 2024. Par rapport à cet acte délégué, il y a évidemment des exclusions. Alors, ce qu'il faut bien voir dans ces exclusions, c'est que finalement, ils sont exclus de l'acte délégué qui concerne la radio parce qu'ils sont traités dans un autre cadre réglementaire. Par exemple, les équipements, les dispositifs, par exemple, les dispositifs médicaux, au niveau de la cybersécurité, ils vont être traités dans les règlements 2017-745, voire 2017-746. Donc, il n'y a pas besoin de faire doublon. Comme j'ai dit, la cybersécurité, c'est transverse à tous les secteurs d'activité. Donc, si un domaine le traite, effectivement, ce n'est pas la peine de le traiter deux fois. Donc là, pour les équipements médicaux, ils ont mis la priorité sur les règlements, les nouveaux règlements médicaux pour traiter de ces aspects cybersécurité. Il en va de même pour certains types d'équipements aviation civile. Il y a effectivement le règlement 2018-1139 qui définit des exigences de cyber au niveau de l'aviation civile, donc pas la peine effectivement de reprendre dans le cadre de la radio. Attention, à partir du moment où ils sont bien dans le scope de la 2018-1119. Et la 2018-1119, c'est essentiellement les équipements aéronautiques qui servent au pilotage de l'aéronef, qui sont embarqués dans l'aéronef. Les applications de confort au niveau des sièges passagers qui pouvaient être radio avec du Bluetooth, par contre, eux restent dans le cadre de la RED et la cybersécurité, à ce moment-là, peut s'appliquer si on est bien dans le scope de la cybersécurité Act. Pareil pour les véhicules, pareil pour certains systèmes de télépéage routier qui prennent en compte dans leur propre réglementation ces aspects cyber. Ça veut dire en fait que les calculateurs qui sont embarqués sur les véhicules, oui, aujourd'hui sont exclus en fait de l'acte cyber, de l'acte cyber radio, puisqu'ils considèrent que effectivement par rapport à la réglementation des véhicules, c'est déjà traité. D'accord. Et il y a une question, on va y répondre maintenant, ça concerne bien tous les véhicules, quelle que soit leur motorisation, que ce soit une motorisation thermique, électrique. Ah oui, là c'est les véhicules d'une manière. Alors c'est vrai que les véhicules étaient peut-être moins soumis, parce qu'on va voir aussi que par rapport au domaine d'application cyber, il y a des conditions pour que dans le cas de la radio ça s'applique. Et c'est vrai que vis-à-vis d'un véhicule thermique,
il y a peut-être un peu moins d'électronique, sont peut-être un peu moins intelligents, donc peut-être moins susceptibles aussi de faire l'objet d'attaques cyber. Mais c'est vrai que plus on va vers le véhicule autonome, plus effectivement, c'est des véhicules qui vont être connectés et qui vont, par la même occasion, être susceptibles d'attaques. Donc, effectivement, la réglementation au niveau des véhicules va prendre directement en compte ces attaques et puis ils vont mettre en place effectivement une réglementation propre aux véhicules pour répondre à la cybersécurité. Donc, c'est tous les équipements qui seraient concernés par la directive, enfin, par marquage grand E, c'est ça? Alors oui, le marquage grand E, oui, parce que je pense qu'il y aura. Alors, effectivement, là, on sort de la radio, oui. hein, plus Oui, sur le oui. véhicule, mais effectivement, alors je ne sais pas encore s'il est encore d'application, s'il est rentré en vigueur, mais on va avoir un règlement, comme on a le R10 pour la SCM, le R100 pour les batteries, le R85 pour la pollution, on va avoir un R quelque chose au niveau de la cyber. Oui, mais je ne sais pas au jour d'aujourd'hui où c'en est par rapport à ça. Mais effectivement, on tend vers une réglementation spécifique automobile pour traiter des problèmes de cybersécurité. Ok, ouais, effectivement, excuse-moi, on se recentre sur la RAID. Donc justement, alors, attendez, je suis un peu vite. Voilà, si je reviens maintenant justement au domaine d'application qui nous concerne ce matin par rapport aux équipements radio et par rapport à l'acte 2022-30 dans le cadre de la RAID, comme j'ai dit tout à l'heure, on va effectivement retrouver les points D, E et F vis-à-vis des actes, des exigences étoffées. Et dans le point D, par exemple, on va retrouver tous les équipements radioélectriques qui sont capables de communiquer via Internet, directement ou indirectement. Alors, je vous rappelle, le point D que j'ai décrit tout à l'heure, c'était effectivement ne pas provoquer une détérioration inacceptable du service. Donc, à partir du moment où un équipement radio est susceptible d'être connecté à Internet directement ou indirectement, il va être concerné par l'acte délégué et notamment le point D. Voilà. Pareil pour le point E. Le point E, c'est tous les équipements radioélectriques qui sont capables de procéder au traitement de données à caractère personnel ou des données relatives donc, au trafic et à des données de localisation rentrent effectivement dans le point E. Donc là, en dessous, ils ont détaillé. Donc on va retrouver effectivement les équipements qui sont susceptibles d'être connectés à Internet. Mais en plus, on va avoir des équipements qui ne sont pas forcément directement raccordés à Internet, qui peuvent servir pour la garde d'enfants ou destinés donc exclusivement à celles-ci, qui vont rentrer dans le point E. Pareil pour les équipements qui sont dans le cadre de la directive 2009-48, qui est la directive jouets. Donc là, les jouets qui rentrent dans le cadre de la directive jouets et qui sont également dans le cadre de la directive RAID, l'acte délégué au niveau du point E s'applique. Je vous rappelle que le point E, c'était tous les équipements radioélectriques qui comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et la vie privée des utilisateurs et des abonnés. Et puis, on va retrouver également, toujours dans le point E, les équipements qui sont conçus pour être destinés exclusivement ou non à être portés donc, sur soi. Et là, je pense que derrière ça, on va retrouver des applications comme les cartes d'identité, les passeports qu'on peut porter sur soi et qui peuvent être, quand on se promène même dans la rue, on peut imaginer effectivement des scénarios d'attaque de ces objets qu'on transporte, même un smartphone qu'on a sur soi, peut effectivement faire l'objet d'attaques. Donc, on voit qu'ils sont concernés par le point E. Et puis, on a le point F qui concerne donc les équipements radioélectriques qui sont toujours connectés à Internet, mais pour lequel, effectivement, il y a des possibilités de faire des transactions financières. Et je vous rappelle que le point F du 3.3, ça concernait les équipements radioélectriques qui sont susceptibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude. Donc, le point F va s'appliquer effectivement pour tous les équipements radio qui sont susceptibles de faire des transactions financières.
Je continue. Alors, maintenant, on va avoir des outils qui vont être développés un petit peu plus en deuxième partie de la présentation avec Guillaume. Donc, il existe des normes qui vont évoluer, hein, ça c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de normes harmonisées. On a un certain nombre quand même de documents de travail, de guides qui sont sortis, qui vont pouvoir aider les fabricants. Mais en termes de normes, aujourd'hui, on a donc la 303-145 qui concerne les IoT. Donc, Guillaume va effectivement développer en deuxième partie. Mais il y en a d'autres, hein, notamment vis-à-vis des produits industriels comme la 62-443. Voilà. Alors après, dans l'application vis-à-vis de la directive RED, finalement, l'acte cyber 3.3 va s'appliquer de la même manière qu'on applique les exigences du 3.1a, du 3.1b et du 3.2, avec les mêmes procédures d'évaluation. Donc, pour aller assez vite, si vous voulez, on va retrouver le module A lorsqu'il existe des normes harmonisées. Donc, si vous appliquez une norme harmonisée cyber, vous pouvez effectivement être basé sur le module A, donc c'est l'autodéclaration finalement, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de normes harmonisées cybersécurité. Donc ce scénario-là, en tout cas à l'heure actuelle, n'est pas aujourd'hui envisageable. Par contre, effectivement, ça veut dire que vous rentrez dans le module B et il y a un passage obligatoire par un organisme notifié. Donc, vous devrez lui présenter l'épreuve de conformité radio et cyber, et l'organisme notifié évaluera ces preuves de conformité pour voir si elles répondent bien aux exigences des points D, E, F de l'acte délégué et émettra ce qu'on appelle un certificat UE de type sur l'aspect 3.3. Alors, en complément, il pourra émettre un certificat également sur l'aspect 3.2, c'est-à-dire, je rappelle que le 3.2 et le 3.3, le passage par l'organisme notifié est obligatoire lorsqu'il n'existe pas de normes harmonisées. Par contre, pour le 3.1a et le 3.1b, le passage par l'organisme notifié reste dans tous les cas volontaire. Qu'il y ait des normes harmonisées ou pas, pour l'aspect sécurité et l'aspect CEM, l'ON reste volontaire. Pour continuer, donc l'organisme notifié, enfin dans tous les cas, le fabricant devra faire son analyse de risque et rajouter un volet sur la cybersécurité et donc envisager effectivement des scénarios de cyberattaque et voir derrière effectivement les moyens qu'il aura mis en œuvre pour pouvoir effectivement répondre à ces attaques. Donc là, j'ai effectivement fait un espèce de site qui peut être une base pour construire son analyse de risque sur le côté cyber, avec l'identification des risques, les moyens de protection à mettre en place par rapport à ces risques, également comment on va détecter et mettre en œuvre la capacité d'identifier ces risques, la réponse, et enfin, le dernier volet, c'est comment on peut récupérer les informations qui ont fait l'objet de ces cyberattaques. Donc, c'est actuellement, là encore, ça discute, mais il n'y a pas encore de méthode clairement définie pour construire son analyse de risque sur la cybersécurité. Mais ça, par exemple, ça peut être effectivement, ce cycle-là peut être un moyen pour compléter l'analyse de risque du fabricant. Enfin, pour donc terminer, après on reste sur des choses un peu plus classiques hein, au niveau de la validation technique. Donc, il existe donc ces normes-là et le fabricant derrière va effectivement choisir de passer par un laboratoire accrédité ou non pour pouvoir effectivement derrière procéder à la levée des risques qu'il aura identifiés dans son analyse de risque. Pour le passage vers l'organisme notifié, d'ailleurs, que ce soit accrédité ou pas accrédité, l'organisme notifié, en tous les cas, prendra en compte les preuves de conformité à partir du moment où elles sont suffisamment pertinentes. Je termine parce qu'il ne faut pas oublier, effectivement, de mettre à jour votre déclaration de conformité. Hein. Aujourd'hui, la déclaration de conformité vis-à-vis de la RED, bon, vous mettiez le 3.1a, le 3.1b et le 3.2. Bon, avec l'acte délégué cybersécurité, il faudra rajouter le 3.3 au niveau de la déclaration de conformité du fabricant. Donc, vous engagez votre responsabilité vis-à-vis de l'acte délégué.
J'ai terminé la présentation parce que là, après, ça reste sur du suivi, le suivi de production, le suivi de mise sur le marché. Et là, il n'y a pas de changement avec effectivement ce qui se faisait déjà, ce que vous avez déjà l'habitude de faire dans le cadre de la directive radio. OK. Merci, Voilà. Pascal. Alors, on va peut-être prendre le temps, parce que je pense que c'est important à ce stade-là, de prendre quelques questions qui sont vraiment liées à cet acte délégué. Alors, il y a eu des questions tout au début, mais c'était avant que tu présentes l'acte délégué en tant que tel, sur est-ce que les objets industriels avec communication sont concernés? A priori, oui. S'ils rentrent effectivement dans le scope qu'on a vu par rapport, s'ils sont susceptibles d'être connectés à Internet directement ou indirectement, ou si effectivement ils participent à des transactions financières, oui, tout à fait, oui. En fait, en règle générale, on va dire qu'il n'y a pas de domaine exclu, c'est plutôt la finalité de l'objet en fait, qui est concernée, à part certains domaines en fait, comme l'EDM, DMDIV, etc. Mais sinon, c'est plutôt la finalité de l'objet, c'est ça en fait. C'est ça. Donc, si on imagine que c'est un équipement, un capteur industriel qui n'a aucun lien avec Internet, qui ne participe pas à la garde d'enfants et puis qui ne participe pas aux transactions financières, lui, non, il sera exclu du scope, du champ d'application de la directive cyber. Maintenant, si ce même capteur industriel est connecté via une gateway à Internet, on peut dire que ce moment-là, oui, il rentre dans le cadre de l'acte délégué cyber, puisque indirectement, il sera connecté à Internet, donc il est susceptible de faire l'objet de cyberattaques et on doit tester les vulnérabilités de ce capteur. Tout à fait. Alors, ça justement, enfin, sans rentrer dans le débat, hein, parce que Oui. puis en fait, on voit qu'on est connecté directement ou indirectement Oui. à Internet. Oui. Ça, je pense que je ne sais pas ce que tu en penses, mais Alors, à mon avis, cette définition-là, elle est amenée à évoluer ou à au moins être précisée, parce que c'est quand même assez flou. c'est ça. Donc, moi, j'en ai discuté avec les gens, entre autres, de l'ANFR qui participent aux différentes commissions européennes. Et effectivement, ils ont demandé des clarifications sur cette définition vis-à-vis du raccordement à Internet. Mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, si par un moyen ou un autre, à un moment donné, l'équipement se retrouve connecté à Internet, oui, il sera dans le scope. Mais après, c'est pareil, si un équipement est connecté à un réseau opéré et que ce réseau opéré derrière a une liaison Internet, on peut dire oui, si ce réseau opéré est un réseau purement privé et qui n'a aucun lien à Internet, pourquoi pas, par exemple, tout bêtement, les dispositifs des PMR, par exemple, qui participent à des réseaux privés pour, effectivement, dans le cas de la SNCF, les pompiers, etc., et qui n'ont pas forcément et qui n'utilisent pas Internet, eux sont exclus sont forcément exclus de l'acte délégué. Ok. Une question alors, technique, en fait, les points sont-ils cumulables, D plus E plus F, par exemple? Et si oui, Oui. comment est-ce traité? Tu as dit oui tout à l'heure. Oui, c'est cumulable, hein, c'est-à-dire on peut imaginer donc un jouet connecté à Internet pour lequel effectivement, par exemple, une console de jeu, vous voyez, alors la console de jeu, ce n'était pas tout à fait le bon exemple parce qu'elle ne rentre pas directement dans la directive jouet, mais bon, admettons, un jouet qui s'adresse aux très, 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 très jeunes enfants, qui serait raccordé à Internet et pour lequel on pourrait derrière faire des transactions financières pour acheter des applications, oui, là, on cumule tous les points. Tout à fait. Très bien. Une dernière, qui était liée plutôt à la zone. En fait, aujourd'hui, en fait, il y avait d'autres pays hors CE qui acceptaient la RAID. Est-ce que demain, ils vont exiger les exigences, enfin, ils vont exiger le respect des exigences de l'acte délégué ou pas? Alors, en dehors de la zone Europe, euro, je dirais, chaque pays reste souverain. Donc, ça va dépendre. Il y a certains, probablement que ceux qui acceptaient la RAID vont également, en plus, rajouter dans leur propre réglementation l'acte cyber. Mais ça, je ne peux pas je ne sais pas encore au jour d'aujourd'hui. On peut l'imaginer, mais c'est chaque pays en dehors de l'Europe reste souverain et décidera ou pas d'appliquer en complément cet acte-là. Mais je ne peux pas aujourd'hui ça va dépendre pays par pays en fait. Hein. Très bien. Ok, merci Pascal. Je pense qu'il restait encore des questions. On va pour l'instant rester là parce qu'on a déjà pris beaucoup. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de temps pour Guillaume. Et puis de toute façon, on prendra du temps. Et puis pour ceux que ça intéresse, même si on peut déborder après-midi, on se permettra de le faire. Guillaume, est-ce que tu peux prendre la main pour la suite, en fait, et nous présenter
la norme qui existe aujourd'hui. Attends, je vais peut-être se faire arrêter de mon côté. Non, c'est Non, bon. non, Guillaume peut forcer la main, il n'y a pas de souci. Bon, c'est bon pour vous? Bonjour C'est à bon. tous. Bon, parfait. Donc, je vais vous présenter la norme 903-645, donc, qui est liée à l'acte délégué. Hein. Donc, je suis Guillaume Anna, RSSI du groupe Emitech. Je commence par un petit rappel, définition, je pense qu'on connaît tous, mais qu'est-ce qu'un IoIT? C'est tout simplement un objet connecté directement ou indirectement à Internet. C'est-à-dire qu'il est capable d'envoyer et de recevoir des informations par Internet. Donc, on y retrouve plein d'objets, hein, des ampoules connectées, des frigos, des télés, enfin, des multitudes d'objets. Et comme tout équipement informatique communicant, ces objets peuvent cependant présenter des vulnérabilités qui peuvent entraîner certains risques comme leur piratage ou les vols d'informations personnelles. C'est ce qui représente un maillon faible dans l'environnement numérique. Qu'est-ce que la norme ETSI EN 303-645? La norme vise à préparer les appareils IoT grand public et à se protéger contre des menaces de cybersécurité les plus courantes. C'est pour cela en fait que la norme regroupe 33 exigences de sécurité ainsi que 35 recommandations à mettre en place par les fabricants, excusez-moi. Donc, c'est qu'il y a des charges couvrant les différents domaines. Donc, la norme répartit ces différentes vulnérabilités, du coup, ces différentes exigences et recommandations en 13 catégories que je vais détailler. Et en fait, je vais même j'ai fait une proposition, parce qu'après, c'est pareil, c'est qu'une proposition, mais du coup, de regrouper ces 13 catégories par rapport, en fait, aux actes délégués, donc les DEF qu'on a vu précédemment par Pascal. Donc, la partie 3D de l'article 3 de la directive RED exige que les équipements radio électriques ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement, ni ne font mauvaise utilisation des ressources réseau provoquant ainsi une taxation inacceptable du service. Donc là, on retrouve donc la catégorie communiquée en toute sécurité. Donc, ça fait les attaques de bas et middle sur les réseaux informatiques. Ça suit principalement pour contourner le chiffrement SSL/TLS et accéder ainsi à des informations privées et secrètes, comme les notificateurs, les mots de passe ou encore des coordonnées bancaires. Le point 6, minimiser les surfaces d'attaque exposées. Une surface d'attaque est le nombre total de points d'entrée d'utilisateurs non autorisés où un attaquant peut extraire ou entrer des données dans un système ou un environnement. Pour faire simple, il s'agit de différentes manières par l'attaquant d'entrer dans votre réseau ou appareil pour voler ou modifier les données vitales. Le point 9, rendre des systèmes résistants aux pannes. Le service après-vente ont longtemps été partisan du modèle break-fix ou panne réparation. La méthode réactive consiste à effectuer des réparations en fonction des besoins, en opposition à la méthode prédictive, qui consiste à intervenir avant même qu'un dysfonctionnement survienne. C'est pour cela que la norme EN 345 comprend les exigences de recommandation de sécurité d'un point de vue réseau des équipements. Donc l'article 3E exige équipements radioélectriques comportant des sauvegardes afin d'assurer la protection des données caractère personnel de la vie privée des utilisateurs et des abonnés. Donc là, moi j'ai classé le point 8, assurez-vous que les données personnelles sont sécurisées. Une donnée personnelle est définie comme tout élément d'information pouvant vous identifier directement ou indirectement. Ces données sont de réelles mines d'or et il est nécessaire qu'elles soient protégées. Partout sur Internet, nous laissons des informations sur notre personne qui peuvent être utilisées à des fins malveillantes ou subir des mauvais traitements. Le point 10, examiner des données de télémétrie du système, donc les constructeurs de matériel informatique, mais également des éditeurs de logiciels, inscrits au sein de leurs produits des outils de télémétrie. Ces outils ont pour but de collecter des données d'utilisation afin d'en améliorer l'efficacité, mais également afin de pouvoir proposer des nouvelles fonctionnalités utiles aux utilisateurs. Le point 11, faciliter la suppression des données personnelles par utilisateur. Il existe certainement des informations vous concernant sur Internet que vous auriez préféré garder pour vous. Qu'il s'agisse d'informations bancaires, sensibles ou de photos gênantes que vous auriez aimé ne jamais avoir publiées sur le web, la suppression de vos données personnelles d'Internet est un processus long. Il faut être patient et espérer y parvenir en une journée. Valider les données d'entrée. Des erreurs sont inévitables au cours d'un processus de saisie de données et bien que les données soient rarement parfaites à 100%, la validation des données permet d'éviter que les données erronées ne passent inaperçues et deviennent un goulot d'étranglement pour tous les projets de données. C'est pour cela que la norme a pris des exigences sur le sujet des traitements des données personnelles.
Donc, la partie 3F de la RED exige des équipements radioélectriques qui sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude. Donc, pas de mot de passe universel par défaut. Les mots de passe sont une méthode d'identification peu sécurisée, trop court, pas assez complexe, trop facile de deviner. Face à des options comme l'identification biométrique ou l'utilisation d'une clé de sécurité, les mots de passe font pas le figure en termes de protection des données. Les mots de passe par défaut sont évidemment bien pires. Stocker en toute sécurité les paramètres de sécurité sensibles. Pour stocker et sécuriser des données sensibles, il est important de choisir le bon mécanisme. Pourtant, il est évident que la sécurisation des données sensibles ne peuvent être assurées qu'avec un bon mécanisme de stockage. Elle nécessite également une sécurité adéquate de l'application. Si l'application finit par être vulnérable, elle rend facile par un attaquant de récupérer ces données sensibles. Assurer l'intégrité du logiciel, le point 7. Protéger l'intégrité des données implique de pouvoir identifier des modifications anormales des données. Nécessaire de retrouver une version des données antérieures. Il s'agit aussi de pouvoir prouver que les données ne sont pas modifiées. Donc ensuite, il y a trois catégories, il y a 3 points que j'ai mis dans l'article 10. Donc en fait, ça concerne les obligations du fabricant sur les équipements radioélectriques. Donc le point 2, c'est mettre en place un moyen de gérer des rapports de vulnérabilité. La méthode de publication des vulnérabilités est un sujet qui fait débat au sein de la communauté de sécurité. Certains affirment qu'il est nécessaire de publier immédiatement toutes les informations à propos d'une vulnérabilité dès qu'elle est découverte. D'autres prétendent qu'il est préférable de limiter cette publication uniquement aux développeurs ou aux personnes impactées par cette vulnérabilité-là. Garder le logiciel à jour, une vulnérabilité ou une faille, une faiblesse dans un système d'information permet à un attaquant de porter atteinte à l'intégrité de ce système. L'utilisateur est exposé à une éventuelle exploitation tant que le correctif n'est pas publié et installé. C'est pourquoi il est important de maintenir les logiciels à jour avec un correctif fourni par les éditeurs. Faciliter l'installation et la maintenance des appareils. La maintenance est l'ensemble des tâches effectuées dans le but de maintenir le bon fonctionnement de tout appareil au système. Il peut s'agir d'une récupération, d'une révision, d'une vérification. Non seulement la maintenance s'occupe des équipements physiques, mais elle se charge aussi des dispositifs immatériels tels que les logiciels. C'est pour cela que la norme a pris donc, ces 3 points, des exigences pour la mise à jour et les vulnérabilités. Donc, pour conclure, le groupe Emitech travaille aujourd'hui sur le sujet, sur le sujet des OIT, afin de pouvoir accompagner les fabricants à tester ces différents dispositifs. Donc, en fait, par rapport à ces différentes recommandations ou exigences qu'ils vont devoir mettre en place, nous, on travaille du coup pour pouvoir vous accompagner et pouvoir vérifier que les équipements respectent ces différentes exigences. Voilà, j'ai fini pour la partie. Bien, merci Guillaume. Donc en fait, en synthèse, la norme, le N303-645 est définie 13 exigences, c'est ça? Et donc c'est les 13 exigences que on peut les mapper vis-à-vis des exigences de l'acte délégué, c'est ce que tu as fait là. Et pour chacune des exigences, elle définit des recommandations, c'est ça, pour atteindre le niveau d'exigence? En fait, c'est 13 catégories qui après, Ouais. donc ces 13 catégories-là, donc que je vous ai affichées, que j'ai détaillées, D'accord. en fait, elles contiennent 33 recommandations et 35 exigences. D'accord. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, de recommandation que vous Bah, preniez? Enfin, c'est peut-être un peu trop. si je prends par exemple la catégorie des mots de passe, donc voilà, on sait tous que les mots de passe, ça reste une faille, surtout ceux par défaut. On a tous connu des éditeurs où c'est admin, entre guillemets, le mot de passe par défaut et le password. En fait, dessus, l'exigence, je crois que sur la partie mot de passe, il y en a 5. On va retrouver, du coup, le mot de passe par défaut ne doit pas être connue et diffusée par Internet. Il y en a une autre qui dit qu'elle doit être, si elle permet par exemple d'administrer, donc avec des droits plus élevés, donc d'administrer l'équipement, qui soit toujours différent. Donc en fait, chaque équipement a son propre mot de passe et en fait de, entre guillemets, de forcer le changer le mot de passe par utilisateur de manière à vraiment vérifier qu'on ne laisse pas un mot de passe par défaut. Ouais, si je prends un exemple, par exemple, c'est les deux que j'ai en tête sur la norme. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ne vois pas en fait spécifiquement sur cette partie-là. Par contre, on va peut-être prendre des questions un peu générales. Soit Guillaume, soit Pascal, si vous voulez bien y répondre. On va essayer. Alors, peut-être, en fait, déjà tout de suite, en fait, puisque tu disais que le groupe Imitech s'est préparé, comment, en fait, il y a une question qui dit comment vous préparez, en fait, à certifier les produits à l'avenir par rapport à cette nouvelle exigence?
Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait actuellement, en fait, aujourd'hui, on est en train de voir, de chercher, entre guillemets, un équipement ou des équipements, en fait, qui vont pouvoir nous aider à tester les équipements, en fait, appliquer, enfin, ouais, tester l'équipement et nous faire un rapport, entre guillemets, qui vérifie que les différentes recommandations sont mises en place. Donc, on est au tout début du sujet, on n'a pas encore, j'ai pas de détails forcément sur la question, mais voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. En fait, on est en train d'évaluer des solutions actuellement. On évalue des solutions et sachant que dans le panorama, il y a différentes solutions déjà qui existent, mais dans tous les cas, l'idée, c'est de développer une interface entre une bibliothèque qui serait actualisée régulièrement d'attaque et l'équipement radio, et ce qui nous permettrait d'injecter effectivement, de soumettre en tout cas l'équipement à des cyberattaques et de vérifier après l'ensemble des points qu'a listé Guillaume, entre autres donc, les mots de passe et les autres points, pour voir si derrière il y a une vulnérabilité qui nous permette d'accéder aux mots de passe ou à des données sensibles qui seraient stockées dans les mémoires de l'équipement. Donc l'idée, c'est d'avoir ces interfaces. Ces interfaces, il en existe sur le marché. Il faut les évaluer, les tester. Donc, Guillaume travaille par rapport à ça. Et puis après, effectivement, dans tous les cas, il y aura des bibliothèques qui devront être mises à jour régulièrement pour pouvoir justement, derrière, faire ces tests. Alors, c'est sûr que nous, on fera le test à un instant donné par rapport à une bibliothèque donnée. Mais il y aura le fabricant derrière, c'est la responsabilité du fabricant. Et comme j'ai énuméré tout à la fin de ma présentation, d'actualiser justement son analyse de risque vis-à-vis des nouvelles attaques qui peuvent arriver ou qui peuvent, parce que le produit, à partir du moment où il est mis sur le marché à une date, mais il peut continuer à être mis sur le marché pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Donc, il est évident derrière que les attaques vont évoluer et le fabricant, par contre, devra continuer à mettre à jour son logiciel vis-à-vis des attaques qui vont sûrement évoluer au fil du temps. Bien. Dans la norme aussi, enfin la norme que nous a présentée Guillaume, le N303-645 devrait évoluer aussi, c'est a priori, elle devrait passer en norme harmonisée, enfin, ou être travaillée, être retravaillée. Il faut faire attention à cette norme-là. Aujourd'hui, il y en a peu, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est une norme ETSI. Il semblerait, enfin, c'est sûr que la Commission européenne a plutôt donné le mandat au Sénélec par rapport à l'élaboration d'une norme en vue d'être harmonisée. Pour nous, aujourd'hui, voilà, on a cet outil-là et il a le mérite d'exister. Comme je vous dis, ça ne sera pas cette norme-là qui sera harmonisée, ça sera une autre version issue probablement de cette norme-là, malgré tout, puisqu'ils ne vont pas réinventer tout. Il y a déjà un groupe de travail qui a travaillé pendant longtemps sur ce sujet. Après, sur le formalisme, il y aura peut-être des choses qui vont un peu évoluer. Mais l'objectif pour la Commission européenne, c'est d'avoir une norme harmonisée en août 2024. Mais aujourd'hui, voilà, le timing est quand même relativement serré par rapport à ça. Donc, il est probable qu'il y a, comme pour la directive RED quand elle est sortie, qu'il y ait une période où il n'y a pas encore de normes harmonisées et le passage par organisme notifié restera obligatoire. Une question à la directe, en fait, justement, sur le... Est-ce que vous couvrirez aussi bien le N303-645 que l'IEC 62-443 ? Alors après, l'idée, c'est de couvrir un maximum de normes par rapport à notre solution qu'on aura choisie. Mais encore une fois, les normes, il faut un petit peu se détacher. Ça reste des outils, ça reste des guides qui vont vous aider à faire votre analyse de risque et procéder à lever de risque. Mais derrière, c'est pas forcément. Il peut y avoir d'autres moyens aussi, quoi. Donc, on ne sait pas trop comment ça va évoluer au niveau des normes. C'est sûr que c'est pratique de l'utiliser parce qu'à partir du moment où on applique la norme, on dit qu'on a une présomption de conformité aux exigences. Donc, dans tous les cas, c'est le moyen le plus pratique. Mais comme au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va évoluer, c'est un peu compliqué de dire. Mais nous, dans tous les cas, l'idée pour Imitech, c'est de trouver une solution qui puisse couvrir le maximum d'exigences au niveau des normes cyber.
Une question très précise là, sur la norme, sur le N303-645. C'est les méthodes d'analyse des risques IBIOS et ou MEHARI sont recommandées pour appliquer la norme N303-645. Est-ce que c'est vrai? Laisse Guillaume. Bah, il ne détaille pas forcément la partie analyse de risque dans la norme. Il liste toutes les recommandations et exigences. Il ne parle pas forcément de l'analyse du risque ou la méthode d'en arrivée. Forcément, il en faut une, hein, mais voilà, il n'y a pas de spécification sur le sujet dans la norme. Et ça, on peut espérer que ce soit dans la future norme harmonisée ou pas? Tu n'as pas d'informations là-dessus? Non, il n'y a pas d'infos là-dessus. On va reprendre des questions qu'on a eues tout à l'heure à la fin de ta présentation, Pascal. Sur le minage de crypto-monnaies, est-ce qu'il est considéré comme opération financière pour le point F? Pour la crypto-monnaie, si on assimile ça effectivement à des transactions, alors effectivement, c'est de la graisse de la crypto. Je n'ai pas une réponse fiable à 100%. J'aurais tendance à… Si on assimile ça effectivement à une transaction financière, oui, mais à partir du moment où là, il n'y a pas d'échange d'argent sur un compte, c'est un peu en parallèle. Donc, on peut imaginer effectivement que ce soit soumis à… D'un autre côté, la crypto-monnaie par rapport à un équipement radio, ouais, si on fait un échange sur un équipement radio avec de la crypto, j'aurais tendance à dire oui, mais ce n'est pas un oui franc. Ce n'est pas un oui franc parce que la crypto-monnaie, c'est quand même je dirais un monde parallèle au monde financier classique, quoi. Donc, je ne suis pas sûr et certain que l'utilisateur ait pris ça directement en compte. Peut-être qu'il y a une petite ligne, une petite phrase quelque part qui en parle, mais je n'ai pas vu comme ça. Pas… On peut imaginer que oui, mais j'en suis pas sûr à 100%. Et toujours dans la… Est-ce que c'est considéré ou pas sur un réseau privé avec APN ou VPN, est-ce que c'est considéré comme le réseau public? Non. Et donc, est-ce que tu auras les mêmes exigences? Non, c'est ce que je disais. Par exemple, la SNCF, il y a plein de grosses sociétés qui disposent de leur propre réseau, justement, et qui volontairement le décorrèlent d'Internet. Donc, non, là, je dirais non. Mais là, si on est sur un réseau cellulaire, enfin, on va dire qu'on est sur le réseau oui. LTE classique, mais on a monté un APN. En fait, l'APN va être un moyen pour arriver à répondre aux exigences, mais de toute façon, il sera concerné par l'acte délégué. Oui, par exemple, le ferroviaire, il a son réseau cellulaire Railway, d'accord, oui. spécifique. À partir du moment où il n'y a pas d'accès à Internet, il n'est pas concerné. Mais là, un réseau, enfin, je dis, tu es sur le réseau LTE opéré Orange, peu importe, oui. Et tu montes un APN pour sécuriser tes données. En fait, ça va être considéré comme un moyen, je pense, de répondre aux exigences de la directive, mais tu seras forcément soumis. Alors, oui, si créer le réseau privé devient un moyen pour répondre, alors oui. Non, mais il faut oublier le réseau privé, parce qu'à mon avis, c'est un réseau opéré classique. Mais en fait, on le rend privé du fait de l'APN. C'est plutôt ça. D'accord. Donc, je pense que là, c'est concerné, non? Oui, dans ces cas-là, oui, si c'est un moyen, si c'est un réseau opéré type ça, et derrière, effectivement, on monte ça pour répondre, oui, ça va être concerné. Mais après, la réponse à l'analyse de risque, ça va être le réseau APN, quoi, effectivement, qui répondra aux exigences du 3.3. Par contre, après, si c'est un réseau purement privé, même opéré, mais pour lequel il n'y a pas un moyen de se connecter à Internet, qui ne participe pas non plus à des transactions financières, il sort de l'acte. Vous parlez d'essais de conformité, ces essais sont-ils définis à ce jour? Je pense que vous commencez à répondre. C'est les outils qu'on a commencé à présenter avec la 303. Les essais, voilà, c'est les outils qu'on a présentés, que Guillaume a présenté dans la 303-645, entre autres. Après, il y en a d'autres, il y a des guides, il y a pas mal de guides qui sortent aussi au fur et à mesure, ce n'est pas vraiment des normes, c'est des guides d'interprétation par rapport à ces exigences-là. D'accord. Alors, une interrogation sur le mapping des catégories ETSI face à la RED. Ce mapping semble très subjectif. Est-ce que tu
pense la même chose et quelle peut être sa valeur vis-à-vis de la RAID? Alors, subjectif, c'est vrai que Guillaume, dans sa présentation, effectivement, il a classé, il a vraiment classé par les exigences DEF, mais on peut aussi imaginer derrière, et c'est la responsabilité du fabricant dans tous les cas, il peut également utiliser, par exemple, les mots de passe, ça pourrait être mis dans plusieurs ça peut être mis évidemment dans la partie D et la partie également F. Vous voyez, bon, à un moment donné, effectivement, on les a classés comme ça, mais derrière, le fabricant, par rapport à son produit, il peut changer ce classement. C'est pour ça que c'est effectivement derrière, c'est une proposition, c'est pour guider, mais ce n'est pas non plus définitif, quoi. Une dernière question. Quelle différence avec une conformité ou une certification ANSI? Ah, Annecy. Ah ben là, Oui, ANSI, oui. Oui, ben là, on sort de l'Europe. L'agence nationale. Pardon? Là, après, ça va être alors, ça reste encore des outils, hein, là encore, hein, pourquoi pas, mais là, après, on va être sur d'autres niveaux. Ce que je voulais dire au préambule, au jour d'aujourd'hui, c'est le règlement Cybersécurité Act qui a défini effectivement des classifications vis-à-vis des niveaux par rapport à la cybersécurité. Après, chaque directive et règlement, dans chaque secteur, hein, c'est sectoriel, a repris ces exigences et les a appliquées à son domaine. Voilà. Alors après, l'ANSSI, elle, c'est en parallèle, il sort de ce scénario-là, si vous voulez. C'est comme si aujourd'hui, je faisais un parallèle entre les normes FCC et les normes ETSI-EN. C'est des méthodes qui sont différentes, avec des finalités qui peuvent être différentes, parce que les niveaux d'exigence entre l'Europe, les États-Unis, le Canada ou d'autres pays ne sont pas les mêmes. Donc, l'ANSSI, au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore… Mais est-ce que demain, la certification ANSSI ne pourrait pas être un outil justement pour répondre aux exigences de l'acte délégué? Si elle couvre effectivement les exigences de l'acte délégué, oui. C'est-à-dire dans le dossier technique du fabricant, à partir du moment où il nous démontre que les points D, E, F c'est couvert par les exigences ANSSI, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça, c'est l'organisme notifié. Par contre, là, ce ne sera pas une norme harmonisée, donc ce sera toujours un organisme notifié qui se prononcera par rapport à ça. Donc, dans l'analyse de risque, on encouragera le fabricant, c'est de faire le parallèle entre ce qu'il aura fait d'un côté avec l'ANSSI et puis éventuellement les normes qui sortiront type ETSI ou EN plutôt. Il fait le parallèle, il prouve qu'effectivement, les exigences sont bien couvertes et nous, derrière, on prendra en compte tout à fait. Ok, très bien. Une dernière question, c'est, vous avez parlé tout à l'heure du traitement des données de localisation. Donc, un calculateur avec une puce GPS est concerné par les exigences cyber? Alors, tout à l'heure, j'en ai parlé des exigences de localisation, mais c'était dans un autre acte délégué qui était le I-112 par rapport à la localisation d'appel d'urgence. Je ne sais pas si la question, c'était par rapport à ça, mais là, on sort du périmètre cyber. Après, la localisation par rapport à l'acte délégué cybersécurité, je n'ai pas vu d'exigence spécifique par rapport à ça. Donc, le plus important, en fait, c'est de savoir si l'équipement en question a accès à Internet de manière directe ou indirecte. Oui, si c'est le cas, en fait, il va être concerné. Et les données de GPS, donc l'emplacement d'une personne, c'est une donnée personnelle. Donc, dans ce cas-là, oui, il sera concerné un minimum par ça. Tout à fait. Alors, par contre, un point important, il est concerné par la RAID. Confirmé. Oui. Alors qu'il n'a pas forcément d'émetteur. Enfin, d'émetteur. Il ne transmet pas forcément des informations. Enfin, s'il a des informations de géolocalisation, il sera RAID parce qu'il aura forcément un récepteur GNSS. Oui, c'est ça. GNSS, il aura RAID. Non, mais parce qu'en fait, on parle souvent de produits radio-communicants, et là, on se dit qu'en fait, il n'y a pas de communication vers l'extérieur. On reçoit des informations, mais il est bien concerné par la RAID. Bon, ça, c'est une parenthèse. Tout à fait. Écoutez, il est 12h04, je pense qu'on va conclure ici. Il n'y a plus de questions dans le fil. Merci Pascal, merci Guillaume pour vos éclairages. À tous, j'espère que
Maintenant, les exigences de l'acte délégué, certes, il y a encore des zones d'ombre, mais j'espère qu'on vous a éclairé sur les exigences à prendre en compte. Et puis aussi sur les outils qui existent aujourd'hui et j'espère qu'ils demain vont se compléter. Avant de vous quitter, un petit rappel sur nos formations dans le domaine de l'IoT. Je tenais notamment à mettre en avant notre formation sur la mise à jour sécurisée des systèmes embarqués. On l'a vu en fait dans la présentation de Guillaume que c'est une des briques essentielles à la cyber. En fait, nous en sommes à la 4e session de cette formation et à chaque fois, en fait, les stagiaires en ressortent ravis, donc n'hésitez pas à participer à cette nouvelle session qui se déroulera du 11 au 13 octobre à Angers sur le site du Technocampus. Nous proposons également d'autres formations dans le domaine de l'IoT, celle sur les technologies Bluetooth Low Energy et Bluetooth Mesh qui se déroulera fin septembre. On abordera en fait comment mettre en œuvre ces technologies-là, à la fois côté Low Energy et Mesh. Et puis également la formation conception radiofréquence qui se déroule en octobre, qui vise à apprendre à concevoir et tester une fonction radio. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ces formations ou pour un appui neutre et objectif, comme je disais tout à l'heure, sur vos futurs développements, une mise en relation avec notre réseau d'experts. N'hésitez pas. Un dernier merci à Fleur, qui en coulisses a permis l'organisation de ce webinaire. Et à bientôt pour un prochain événement. Bon appétit à tous, bon après-midi. Au revoir.